Au sommaire de ce journal, sécurité aéroportuaire, Aéria et ses partenaires mobilisés au service de la sécurité de l'aviation. Secteur minier, le GPMCI, Groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, lance un fonds d'investissement de 140 milliards de francs CFA. Mobile Banking, GSIE Technologies et son partenaire, l'APS-FDCI, lancent la plateforme JetMA. Éducation, Cofina soutient les enfants à connaître leurs droits à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Dans le cadre de la promotion de la sécurité aéroportuaire au sein de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Aéria et ses partenaires et la plateforme aéroportuaire ont lancé la deuxième édition de la Semaine de la sécurité. Ensemble pour la sécurité, l'expertise collective au service de l'aviation est le thème retenu pour cette semaine. La cérémonie d'ouverture à laquelle ont assisté nos reporters Pierre Tebeu et Nicolas Ngwa s'est déroulée en présence des agents de la plateforme aéroportuaire de Côte d'Ivoire. Suivez. Les agents de la plateforme aéroportuaire de la Côte d'Ivoire sont mobilisés pour garder la place de leader qu'occupe la Côte d'Ivoire en matière de sécurité aéroportuaire. Du 27 au 29 novembre 2024, ils vont renforcer la collaboration entre les acteurs de l'industrie, promouvoir la culture de sécurité de l'ensemble de l'écosystème de l'aviation grâce à la semaine de la sécurité aéroportuaire. L'objectif de cette semaine étant aussi de rassurer les passagers qui débarquent pour les uns et qui pour les autres embarquent en Côte d'Ivoire que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a un système d'aviation sécurisé et numéro 1 en Afrique. Ce qu'il faut savoir, ça a été dit ce matin, le système d'aviation civile de Côte d'Ivoire a été classé numéro 1 en Afrique. Tous les systèmes d'aviation civile de Côte d'Ivoire, et à cause de quoi? À cause du travail de sécurité qu'on fait. C'est bien d'être numéro 1, mais il faut maintenir cette position parce que c'est la vision du chef de l'État, c'est la vision du gouvernement d'être leader en Afrique. Tout ce travail en back-office nécessite une bonne collaboration de toute la plateforme aéroportuaire. La collaboration, c'est l'épine dorsale de tout ce qui se veut comme une entité de sécurité efficace. Donc il va de soi que la collaboration, puisqu'aucune entité n'est compétente à part entière pour couvrir tout l'écosystème du transport aérien. Donc la collaboration s'impose comme un pilier, comme un élément essentiel. Il y a eu des retombées positives puisque comme cette année, on a pu réunir, donc, vous avez pu le remarquer, dans cette salle, pratiquement tous les partenaires de la plateforme qui sont donc là et qui participent donc à toutes ces activités-là. Donc sur la première journée, les deux autres journées, et tout le monde était impliqué. Et justement, après l'événement de l'an dernier, on a pu voir dans la pratique une plus grande collaboration donc, entre nous sur le terrain. La semaine de la sécurité ou encore Safety Week en anglais est une recommandation de l'Asie-Afrique permettant aux aéroports membres de faire chaque année la promotion de la sécurité. La CGC Academy, on en reparle. Le prestigieux gala de clôture du Forum économique du patronat ivoirien a encore fait sensation. La 12e édition marquée par l'industrie des services a servi de cadre pour récompenser des managers au cours de ce dîner de gala. Les temps forts de cette soirée relatés par nos reporters Anja Sémian et Richard Akeke. Fin des travaux de réflexion et place à un autre décor plus lumineux et féerique. La 12e édition du Forum économique du patronat ivoirien qui, pendant 48 heures, a réuni les chefs d'entreprise et plusieurs personnalités sur quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines referme ainsi ses portes. Et la CGC Academy est aujourd'hui devenue l'événement de l'année pour le secteur privé. C'est un grand moment qui a aujourd'hui une envergure internationale. En témoignent en fait tous les opérateurs qui viennent aussi bien de l'Afrique
que de l'Europe ou bien d'autres continents pour participer à ce grand moment, pour échanger les expertises et les expériences et également pour réfléchir à des projets communs ensemble. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, notamment notre département, nous ne pouvons qu'appuyer de telles initiatives qui vont permettre en fait de créer en fait d'autres entreprises ou bien de pouvoir capturer d'autres opportunités d'affaires. Une soirée dans un écrin habituel avec pour temps fort des distinctions, des managers récompensés pour leur grande implication dans le développement des industries des services. Parce qu'il est important que chaque année, des entrepreneurs, par leur travail, par leur leadership, puissent se distinguer au sein du monde des affaires. Et nous avons eu l'avantage aujourd'hui d'identifier 3 lauréats dans différents secteurs d'activité, dont M. Gérard Mangwa, qui est dans le secteur du service de la santé, qui a été choisi comme le manager de l'année. Le prix, je pense que c'est le fruit du travail acharné qui a été réalisé par l'ensemble des employés de Côte d'Ivoire Câble. Et nous employons que des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains. Chaque année, on recrute pas moins de 200 techniciens, hommes et femmes. Je pense que c'est tout ça qui a milité en faveur de Côte d'Ivoire Câble. C'est toute la satisfaction que je porte ce soir. Et je dédie ce prix-là donc à tous ceux qui, partout en Côte d'Ivoire, se battent pour transformer, pour impacter, pour faire avancer, pour éclore les talents nationaux et donner de la place aux Ivoiriens. Le dîner de gala de la CGCI Academy 2024 vient marquer la fin de ce forum économique incontournable. Rendez-vous est pris pour la 13e édition. Dans le secteur minier en Côte d'Ivoire, il y a désormais un fonds d'investissement doté de 140 milliards de francs CFA. Ce fonds vise à organiser, encourager et accompagner les initiatives locales dans le secteur minier. Le fonds a été lancé au Parc des Expositions en marge du CIRES, Salon international des ressources extractives et énergétiques, édition 2024. Issa Badini et Ezekiel Siri. En recevant ici ces documents des mains du président du GPMC et du secrétaire général du FISMECA, le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole donne vie à ce tout premier fonds d'investissement des miniers de Côte d'Ivoire. Et pour Mamadou Sangafoua Koulibaly, la mise en place de ce fonds marque un tournant dans le secteur minier en Côte d'Ivoire. Doté de 14 milliards de francs CFA par an et pendant 10 ans, la particularité de ce fonds, c'est qu'il est constitué essentiellement par les salariés du secteur minier et vise à accompagner les initiatives locales. Un combat que nous avions mené, ce combat est parti des articles 25 et 27 de notre convention sectorielle, à savoir que l'exploitation et l'exploration minière en Côte d'Ivoire doit avoir un contenu national. Et comment faire pour que ce contenu national soit effectif? C'est en cela que le GPMCI et la FISMECA ont décidé de mettre en place ce fonds que vous venez d'assister au lancement, qui permettra aux Ivoiriens, pas qui ont les moyens, mais aux Ivoiriens qui sont vraiment intéressés par la chose minière, de se constituer en syndicat et bénéficier de l'assistance, d'abord technique de ce fonds, mais aussi de l'assistance financière de ce fonds. Au-delà d'intéresser les initiatives locales, ce fonds va, à n'en point douter, améliorer la compétitivité de la Côte d'Ivoire dans le secteur minier, lequel secteur a déjà multiplié par 4 sa production en espace de 10 ans et a atteint près de 250 milliards de francs CFA. Des taxes payées à l'État de Côte d'Ivoire en 2022, selon le groupement minier de Côte d'Ivoire. Un autre secteur qui se porte mieux en Côte d'Ivoire, la filière évéhicole. C'est ce qu'on retient des propos de Lamine Sanogo, président du conseil d'administration de l'Association des usiniers et producteurs du caoutchouc naturel, AUPCN, face aux hommes de médias au cours de la tribune d'expression du quotidien national Fraternité Matin. Le président du conseil d'administration de l'AUPCN a souligné que la filière évéhicole a injecté dans l'économie ivoirienne plus de 1000 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Moledir Nascimento. Comment se porte la filière évéhicole en Côte d'Ivoire? Cette question a trouvé réponse comme l'eau fraîche qui sort de la bouche du poisson
sortis du marigot. Lamine Sanogo, président du conseil d'administration de l'Association des usiniers et producteurs du caoutchouc naturel AUPCN, a répondu sans tabou. Selon lui, la filière EVA en Côte d'Ivoire a enregistré des bons qualitatifs et quantitatifs avec une production d'environ 1 662 000 tonnes exportées, la plaçant dans le peloton de tête mondial des producteurs de caoutchouc derrière la Thaïlande et l'Indonésie. Premier producteur de caoutchouc naturel en Afrique, la capacité de transformation des usiniers membres dépasse 2 millions de tonnes. Ces chiffres cités sont le reflet de nombreux investissements réalisés dans la filière à la suite des mesures incitatives de l'État. Le PCA de l'AUPCN a aussi souligné que les usiniers se retrouvent dans une situation inverse où le cumul des capacités de transformation est supérieur à la production disponible, alors qu'une dizaine d'usines actuellement en phase de projet ouvriront courant 2025. La filière EVA. En 2023, elle a injecté plus de 1200 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne, avec une production d'environ 1 678 000 tonnes exportées. Cette production a hissé notre pays au 3e rang mondial des producteurs de caoutchouc naturel, derrière la Thaïlande et l'Indonésie. La Côte d'Ivoire, en détenant plus de 85% de la production africaine, demeure le premier producteur de caoutchouc naturel en Afrique. En remettant à son invité un présent, le directeur général du quotidien Fraternité Matin, Serge Abdel Olivier Nouaud, a réitéré l'engagement de son groupe de médias à aborder les questions d'intérêt national. Chez Fraternité Matin, nous croyons fermement que la confrontation des idées est un levier essentiel pour faire bouger les lignes et mettre en œuvre des solutions idoines. C'est pourquoi cette tribune a été conçue comme un espace de réflexion et d'échange ouvert entre les leaders d'opinion, les experts, les sachants et la presse. Je tiens également à saluer la présence du président du conseil d'administration de la SNPC, le professeur Sega Sangaré, et de mon directeur général adjoint, dont l'engagement constant contribue à faire de notre groupe une plateforme de référence pour les grandes discussions de portée nationale. Le thème de cette rencontre, transformation locale du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, politique, défis et perspectives, a aussi permis au PCA de présenter l'écosystème de l'AUPCN avec des projets d'avenir du secteur EVA qui sont notamment l'accroissement du verger évéicole avec les nouvelles créations de plantations à Daoukro, Séguéla et Touba. Du nouveau en Côte d'Ivoire pour les acteurs des systèmes financiers décentralisés et leurs partenaires, le groupe GSIE Technologies et l'APSFDCI ont procédé au lancement de la plateforme de mobile banking mutualisé JetMA. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre global de digitalisation des systèmes financiers décentralisés dont l'UEMOA et la Côte d'Ivoire figurent parmi les premiers pays embarqués dans ce processus. Le projet permettra d'accroître l'inclusion financière des femmes et des jeunes. Suivez. JetMA, c'est la nouvelle plateforme ou application digitale conçue par le groupe GSIE Technologies au profit des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA. C'est une application qui permet de faire le wallet to bank et le bank to wallet. En termes clairs, cette application inscrit dans un réseau qui intègre la plateforme de l'interopérabilité de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Antoine Gomme, directeur général du groupe GSIE Technologies, a précisé les enjeux de cet outil bénéfique au cours du lancement à Abidjan. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, d'abord, c'est un enjeu d'inclusion financière. Aujourd'hui, l'inclusion financière, on a écouté le directeur exécutif de la PSFD de Côte d'Ivoire qui a donné le taux d'inclusion financière ici en Côte d'Ivoire. Et on voit donc qu'il y a une marge assez importante. Et nous pensons que réussir l'inclusion financière passera forcément par les institutions de microfinance. C'est elles qui adressent les clients qui sont exclus de la banque classique. La plateforme JetMA est accueillie favorablement vu les nombreux avantages qu'elle offre aux SFD,
système financier décentralisé, mais surtout aux clients, dont les femmes et les jeunes. Cette plateforme offre une expérience utilisateur simple, pratique et bénéfique pour les usagers. Vous savez, c'est une plateforme, je pense, qui est salutaire pour les systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, dans la mesure où elle nous a permis de mutualiser les efforts des SFD qui n'ont pas forcément les moyens. Vous voyez, l'implémentation elle ne génère aucun frais pour l'institution de microfinance. Et vous voyez qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est vraiment une plateforme salutaire pour les institutions de microfinance en Côte d'Ivoire. Le groupe GSIE Technologies, général des systèmes d'information d'entreprise, créé en 1996, constitue aujourd'hui un label fort de plus d'une vingtaine d'années d'expertise dans des domaines aussi divers et variés que la conception et l'intégration de solutions. Lutte contre la malnutrition. Du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre 2024 se tiendra dans 40 districts sanitaires de Côte d'Ivoire une campagne de distribution de la vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois. Cette deuxième phase permettra au Programme national de nutrition et ses partenaires de toucher plus de 2 500 000 enfants âgés de 6 à 59 mois. L'annonce a été faite à Abidjan par le directeur coordonnateur du programme en présence de Konena Nourgo et Setekissi. Plus de 2 500 000 enfants âgés de 6 à 59 mois à sauver de la malnutrition. C'est l'objectif affiché de cette deuxième phase de distribution communautaire de vitamine A qui démarre dès le vendredi 29 novembre 2024. Annoncé ce mercredi 27 novembre lors de cette conférence de presse, ces 4 journées d'intensification des activités de nutrition sont à l'initiative du ministère de la Santé à travers le Programme national de nutrition et de ses partenaires, dont l'UNICEF et la Fondation Helen Keller International. Les nourrissons et les jeunes enfants ont des besoins accrus en vitamine A pour soutenir leur croissance rapide et les aider à combattre les infections. À cet âge, les apports insuffisants en cette vitamine peuvent conduire à une carence sévère, susceptible de provoquer une déficience visuelle. Donc c'est ce qu'on appelle la cécité nocturne. Cette intervention se fait 2 fois l'année en campagne avec un objectif de couverture de moins 95% dans 40 districts. Pendant donc 4 jours, à partir donc du 29 novembre, des bénévoles vont visiter les ménages de proche en proche afin d'atteindre tous les enfants de cette cible d'ici 59 mois. Cette deuxième distribution communautaire de vitamine A, qui va avoir lieu dans les 40 districts donc mentionnés, se déroulera donc ce week-end à partir du 29 jusqu'au 2 décembre. Et nous savons qu'un enfant qui ne mange pas à sa faim, qui n'est pas encadré de soins adéquats, ne peut grandir, malgré toute la bonne volonté que nous avons, ne peut grandir dans de bonnes conditions. Nous estimons que ce sont des initiatives louables qui aident les enfants à mieux grandir. Dr Oka l'a bien signalé, la vitamine A sauve des vies. Cette deuxième phase de distribution communautaire de vitamine A va se dérouler du 29 novembre au 2 décembre 2024. On poursuit ce journal avec une note de distinction. Les meilleurs acteurs de subvention du Fonds mondial ont été récompensés. C'était à l'occasion de la première édition de la cérémonie de distinction de Instance de coordination nationale, CCM Côte d'Ivoire. Parmi les personnalités présentes, José Fardon s'est vu distingué pour son appui aux organismes ayant des activités sociales dans l'éducation, la santé, notamment dans la lutte contre le VIH. Commentaire Walter Kofi. Les projecteurs se sont braqués sur ces personnalités considérées comme des héros de la santé publique. Ils ont été distingués pour leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.
Une récompense qui leur a été remise à l'occasion de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs des subventions du Fonds mondial. Objectif, rappeler l'importance de maintenir la mobilisation dans la lutte contre ces pandémies. L'impact, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que ces bénéficiaires-là soient encouragés à mieux utiliser les subventions de la GC7 2024-2026. Ils soient plus performants dans l'utilisation et donc ça aura un impact, bien sûr, sur les résultats attendus au niveau du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les récompensés, José Fardon, qui a reçu le prix spécial engagement dans la lutte contre le VIH, un trophée qui symbolise un parcours marqué par des actions concrètes en faveur des communautés vulnérables. Alors, ce prix est très gratifiant, donc ça représente l'espoir et nous avons déjà beaucoup travaillé, on a beaucoup appuyé les programmes de santé et beaucoup le ministère de la Santé, donc le programme national de lutte contre le sida. Et nous avons travaillé sur beaucoup de projets subventionnés par l'UNFM3 et c'est bien d'avoir cette reconnaissance, donc c'est très motivant pour la suite des activités. Le CCM Côte d'Ivoire, avec cette initiative, réaffirme son rôle dans la coordination des efforts pour un avenir où le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ne feront plus de victimes. La Société de développement des forêts SODEFOR a procédé ce mercredi 27 novembre à la livraison d'une salle de travaux dirigée, réhabilitée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La réhabilitation de cette salle de travaux dirigée s'inscrit dans la contribution de la SODEFOR à fournir un cadre propice d'apprentissage aux étudiants. Le reportage de Sandrine Kwame. La livraison d'une salle flambant neuve fait ce jour le grand bonheur des étudiants de l'UFR Littérature, Langue et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Porté par la SODEFOR, ce projet de réhabilitation, initialement prévu pour la fourniture de tables-bancs fabriqués avec de meilleures qualités de bois, a finalement porté sur la réhabilitation complète de la salle, y compris de ses équipements. Cette salle de travaux dirigée, autrefois appelée la C5, est désormais nommée la salle SODEFOR. Aujourd'hui, en livrant cette salle et en venant découvrir peut-être les infrastructures qui ont été installées, je ne peux que encore réaffirmer la joie qui m'anime. La joie qui m'anime de trouver que c'est d'abord une salle maintenant qui est fréquentable, une salle fréquentable avec des tables-bancs nouveaux, avec un beau tableau, mais également les murs rafraîchis. Bref, toutes les conditions sont réunies pour un bon apprentissage. Donc l'appel que je peux lancer ici, comme je l'ai dit là-bas, c'est que peut-être cela ne se limite pas à une seule entreprise, que ce soit vraiment l'effort de tous. C'est vrai que l'État fait ce qu'il peut. Malheureusement, les besoins de l'État sont assez énormes. Donc c'est des petits pas, les uns et les autres. C'est ça qui va peut-être nous permettre de pouvoir relever un certain nombre de défis. Le président de l'université Félix Houphouët-Boigny a vivement salué l'initiative de ce projet porté par la SODEFOR. À travers cette action, et donc, la SODEFOR participe à la formation des ressources humaines de qualité, parce que pour qu'on puisse dispenser une formation de qualité, il faut pouvoir avoir les infrastructures qu'il faut. Grâce à la SODEFOR, on a des tables-bancs, on a une salle bien équipée en tables-bancs, des tables-bancs qui sont constitués d'une matière qui permettent à cette salle-là de pouvoir être utilisée aussi longtemps que possible. La réhabilitation de cette salle comprend notamment la rénovation du tableau, le rafraîchissement de la peinture, ainsi que la fourniture de 33 tables-bancs, d'un bureau et d'une chaise. Le tout sur un coût global de 8 millions de francs CFA. Parlons éducation, précisément de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année.
Le thème choisi pour cette année 2024 est la Journée mondiale de l'enfant appelle les adultes à écouter l'avenir. C'est dans cette optique que la compagnie financière africaine Cofina et ses filiales, l'Association d'églises catholiques en Côte d'Ivoire et autres partenaires ont organisé une manifestation à l'école régionale de Treichville. Objectif, faire connaître les droits de l'enfant aux élèves et aux parents présents. Alan Itoua et Seth ici. C'est une ambiance bon enfant qui a prévalu à l'école régionale de Treichville. À l'occasion de la journée des droits de l'enfant, le groupe Cofina et l'Association des guides catholiques de Côte d'Ivoire ont tenu à mettre en lumière les droits de ces élèves du CE2 au CM2. Le groupe Cofina accompagne toutes les communautés locales, comme je l'ai déjà dit, et cette journée a un impact fort pour nous, surtout que nous sommes dans l'année de notre 10e anniversaire. Donc pour nos 10 ans, nous souhaitons vraiment toucher toutes les populations. L'éducation est quelque chose de primordial, permettre à tous les enfants d'être éduqués, d'aller à l'école. Au cours de cette journée, des activités interactives et adaptées aux âges des enfants ont été la lucarne pour aborder des problématiques sociales susceptibles d'affecter la confiance des enfants, moment opportun d'interpeller les parents sur les droits de l'enfant. Nous avons accepté que l'activité se tienne ici. Les enfants ont des droits, c'est vrai que les parents diront s'il y a des droits, c'est qu'il y a des devoirs. Mais souvent nous ne parlons pas à nos enfants, donc il y a des choses qu'ils ignorent. Donc en parler, c'est très bénéfique pour eux. Pour nous, la journée internationale des droits de l'enfant, c'est d'insister auprès des parents, auprès de l'État, auprès du gouvernement, à ce que tous les enfants du monde aient une éducation de qualité. Nous parlons aussi avec les enfants pour qu'eux aussi, à leur tour, soient des enfants très obéissants. Parce qu'à tout droit, des devoirs. Et eux, leur devoir, c'est de respecter les parents, de respecter les autorités, de respecter les lois qui sont mises en œuvre dans nos pays. Présente dans plusieurs pays, entre autres la Côte d'Ivoire, dont elle fait partie il y a de cela 10 ans, le groupe Cofina s'inscrit dans un engagement en faveur du développement durable et du bien-être communautaire. À travers cette action, le groupe Cofina soutient activement l'accès à l'éducation et aux loisirs, tout en renforçant son rôle de partenaire clé pour les projets à impact social en Afrique. La Côte d'Ivoire compte plus de 5,5 millions d'adolescents, parmi lesquels 3,1 millions âgés de 10 à 14 ans, un pays où les défis liés à la violence des droits des adolescents et jeunes filles persistent. C'est dans ce cadre que l'UNICEF a procédé à son siège au lancement du projet Voix des adolescents. L'objectif est de renforcer le leadership et la participation aux prises de décision de 1500 jeunes filles dans les villages de Ferkesedougou et Touba. Eunice Bougou. Au nombre de 5 millions en Côte d'Ivoire, les adolescents sont confrontés à de nouveaux défis, notamment des barrières socio-culturelles et économiques, des violences basées sur le genre, ainsi que des opportunités limitées pour participer aux décisions qui influencent leur vie. Le programme La Voix des adolescentes vise à fournir à ces jeunes filles les compétences essentielles en leadership, plaidoyer, confiance en soi, santé reproductive et engagement citoyen, qu'elles puissent s'affirmer dans la société. Cette phase de consultation nous a permis d'affiner le projet, de l'adapter de sorte à avoir un projet qui répond effectivement aux besoins des adolescentes et filles des zones ciblées du projet, pour rappel qui sont Ferké, Touba et Mans. Alors, après cette phase de consultation, nous aurons ensuite la phase de formation. Nous allons renforcer les compétences des filles bénéficiaires du projet sur les notions de santé sexuelle et reproductive, de leadership, de confiance en soi et bien d'autres activités génératrices de revenus et bien d'autres thématiques qui sont utiles à leur développement. Après cette phase, une chose est de comprendre, de savoir ces notions, mais une chose est de les pratiquer. D'où le fait que, puisque c'est un programme de leadership et de participation citoyenne des filles et adolescentes, elles sont engagées dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives citoyennes au sein de leurs communautés respectives. Plus concrètement, les filles peuvent décider, par exemple celle de Touba, de mettre en œuvre une initiative pour contribuer à la scolarisation de leurs camarades ou aider leurs camarades à savoir lire et écrire, par exemple.
en collaboration avec Social Change Factory et le ministère de la Jeunesse, se distingue par son approche novatrice visant à donner une voix aux jeunes filles de la région du Bafing, notamment la ville de Touba, concernant leur droit à l'éducation. Une autre question cruciale, la désinformation. À la Maison de la Presse au Plateau s'est tenue une journée débat sur la question. Placée sous la présidence du ministre de la Communication et le parrainage du représentant résident de l'Organisation mondiale des experts, la journée a réuni les journalistes professionnels en activité ou pas. Ceux-ci ont débattu sur le thème « La lutte contre la désinformation, un combat des médias ». Philippe Zabo et Enoch Yao. Merci donc pour ce thème qui est central dans un contexte mondial porté par une viralité de ce que nous appelons donc les contenus produits par du tout venant et qui justement impose aux journalistes de reprendre leur place au cœur de la cité pour ne pas laisser les imposteurs se faire appeler influenceurs. Parce que les vrais influenceurs, ce sont les hommes et les femmes des médias qui parlent la vraie information qui permet justement au monde de la communauté. C'est par ces mots que la représentante du ministre de la Communication a abordé la question de la désinformation. À sa suite, aussi bien les panélistes que les invités ont donné des conseils aux journalistes pour éviter le piège de la désinformation en leur demandant de s'appuyer sur le code de la déontologie et en se faisant former. L'ANP demande toujours aux journalistes d'avoir en tête le code de déontologie et la loi sur la presse. Ce sont les deux premiers outils. La loi, c'est le texte de l'État et le code de déontologie, c'est le texte que les journalistes eux-mêmes se sont donnés pour faire leur travail. Et tant qu'ils respectent ces deux textes, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas obtenir de bons résultats dans la lutte contre la désinformation. Disons, actualisons. Mais je dis simplement que le combat pour la désinformation, certes c'est au niveau des médias, mais moi je le situe à trois niveaux. D'abord au niveau des pouvoirs. Il y a le moment, il y a les moyens, qui a les moyens légaux pour combattre la désinformation. Ensuite, au niveau du lecteur, qui doit faire la sélection. Et puis enfin, au niveau des journalistes, qui doivent notamment faire de bonnes formations. Quant à la directrice de la Maison de la Presse, elle est revenue sur les raisons du choix de ce thème. La désinformation aujourd'hui a pris une allure assez grave. Même je peux dire très grave. Et comme le ministre de la Communication, nous sommes rentrés dans cette thématique parce que c'est ce qui préoccupe le plus. Voilà. Donc il fallait qu'on soutienne cette thématique, qu'on aille dans le même sens que le ministre pour la formation. La journée de la Maison de la Presse fait partie des activités phares de l'UNJCI. La directrice générale de la Maison de la Presse a pris fonction en mars 2024. Abordons dans ce journal une page culturelle. Le Comité pour l'éducation et l'action culturelle, l'un des comités internationaux du Conseil international des musées, a initié un atelier à Abidjan. Cet atelier visait à doter les professionnels des musées d'outils modernes et pratiques pour améliorer leur activité au quotidien. Le commentaire de Walter Kofi. C'est un bilan tant attendu par les acteurs du domaine muséal en Côte d'Ivoire. À travers ces travaux, leurs capacités seront renforcées, notamment en pratique dans le domaine de l'éducation muséale, à la prise en charge du public et à sa participation. Au cours de cet atelier animé par l'experte Margarita Laraignée, le président de l'ICOM Côte d'Ivoire, Dr Kwan Ernest, a présenté son bilan à la tête de l'organisation depuis son élection en 2021. Il a encouragé les membres à profiter de cette formation pour améliorer leurs pratiques professionnelles en matière d'éducation muséale. Oui, l'atelier, c'est vraiment une opportunité pour implémenter un outil du SECA qui s'appelle l'outil bonne pratique, en anglais best practice. Donc cet outil-là, c'est vraiment un outil d'analyse des projets culturels et c'est l'occasion pour les professionnels de musées de divers pays de travailler ensemble et de faire ressortir en tout cas des projets qui peuvent être structurants dans leur pays. Nous voulons dire aux collègues que c'est la première fois en Afrique que le SECA, le Comité
en termes d'éducation au musée, tient un atelier en Afrique et la Côte d'Ivoire est bénéficiaire parce que c'est sur les terres ivoiriennes que l'atelier se tient à Abidjan et nous sommes très heureux d'accueillir cet atelier. Oui, l'atelier est vraiment bienvenu parce que nos collègues professionnels des musées en avaient vraiment besoin pour le renforcement de leurs capacités en termes de connaissances et de gestion de public dans les musées. Mon appui, c'est collaborer, comme je viens de dire, et donner quelques accompagnements, parce que tous les projets, je viens d'écouter, les projets sont très intéressants, mais la façon de présenter est d'une manière trop réduite dans notre site internet. Et alors, c'est très important, synthétiser, être clair, être précise. Soulignant qu'en distanciel, Marie-Clarté Honneuil, présidente du CECA, a salué cette initiative comme une étape clé pour l'Afrique de l'Ouest. Elle a rappelé l'importance de l'éducation muséale pour le développement culturel et social, non sans encourager les participants à utiliser l'outil Best Practice, conçu pour améliorer la conception et l'évaluation des programmes éducatifs muséaux. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. L'ONG Bâton du Pèlerin, présidée par l'honorable Madjara Tiegbana Koulibaly, a offert le week-end dernier plus de 500 kits scolaires aux élèves de 4 écoles primaires publiques de la ville. Objectif de ce don, améliorer les conditions de travail des élèves de Korogo. Le reportage de Daouda Ouattara. En tout, 500 kits pour ces élèves issus des 4 écoles primaires publiques de Korogo. Cette générosité est de l'honorable Madjara Tiegbana Koulibaly, député Korogo commune, à travers son ONG Bâton du Pèlerin. Cette action vise à améliorer leurs conditions de travail et contribuer positivement aux résultats scolaires. Un geste fortement apprécié et salué. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Ce dont va permettre vraiment à certains élèves de commencer effectivement leur année scolaire. Parce que jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont même pas encore acheté ne serait-ce que sur la base de leurs enfants. Quant à l'honorable Madjara Tiegbana Koulibaly, donatrice de ces dons, elle a réaffirmé l'engagement de son ONG à soutenir les enfants et femmes démunies de Korogo. Nous avons apporté aux enfants des fournitures. Nous avons partagé dans toutes les classes, du CP1 jusqu'au CM2. L'ONG a pour vocation de venir en aide aux démunis. Et je pense que ce matin, ça faisait partie de notre objectif. C'était pour apporter de l'aide aux parents pour la rentrée scolaire. Cette aide a été apportée par la première dame ainsi que l'ONG Le Bâton du Pèlerin. Un grand merci à Mme Dominique Ouattara qui ne cesse d'apporter son aide aux enfants et surtout aux femmes. Il est bon de noter que cette distribution de kits scolaires par l'honorable Madjara Tiegbana Koulibaly aux élèves des écoles de Waranyene, Belleville, Klokaka et Bromakoté a été possible grâce au soutien de la fondation de la première dame Children of Africa pour ses nombreuses actions posées en faveur des élèves du Poro et en particulier ceux de l'IEP Korogo Sud. La députée Korogo commune Madjara Tiegbana Koulibaly a reçu un tableau d'honneur en guise de reconnaissance de ses nombreux bienfaits. C'était la dernière information de ce journal de Business 24 Africa. Votre télé utile vous propose d'autres programmes. Merci de rester fidèle.